Allô la planète, de retour du festival Rock Castel, édition 2023. Bon, nous sommes toujours au festival Rock Castel, le festival du voyage lent dans le Larzac, où Allô la planète réalise des interviews et autour de la table devant les micros, mort de rire, nous avons Jérémy Bezard et Pascal Thiboulot qui sont présents donc avec leur livre. Jérémy, toi tu es venu pour une conférence. 2 cyclo-voyageurs, 2 grands voyageurs. Donc toi, Pascal, depuis 4 ans. Oui, depuis 2015. Ouais, même plus que ça du coup. Non, 2015. On a Ça commencé à faire des petits Ouais. voyages. Bon, après, on a voyagé avant d'autres trucs, mais le vélo, vraiment, depuis 2015. Ouais. Voilà. C'est quoi le déclencheur ? Ah, ça, c'est une longue histoire. Ah. Le déclencheur, au départ, ça a été un accident de tracteur pour moi, puisqu'on était agriculteurs, on était éleveurs paysans. Et en montagne, dans les Vosges, et je me suis renversé dans un ravin. On adorait ce qu'on faisait, mais on était quand même titillés un petit peu parce qu'on avait très peu de vacances, bossait beaucoup. Et du coup, j'étais bloqué pendant 6 mois puisque j'ai une vertèbre écrasée. Donc j'avais un corset pendant 3 mois, puis après une ceinture pendant 3 mois. Et je ne suis pas du style à dire « ouais, j'ai pas de chance » ou « je suis qu'un con, j'ai fait une mauvaise manœuvre ». Parce que c'est vrai que si je suis tombé, c'est parce que j'ai fait une mauvaise manœuvre. Je me suis dit, la vie m'impose une pause, c'est qu'un sens et je vais essayer de trouver. Et comme Laetitia aimait bien le vélo, moi aussi, c'est là qu'on a commencé à se pencher sur le vélo parce que les chirurgiens m'avaient quand même dit que, parce qu'on adore la rando aussi, et les chirurgiens m'avaient dit, le sac à dos, ça risque d'être difficile quand même dans les prochaines années. Et voilà, donc du coup, comme j'avais le temps, j'ai cherché sur Internet les véloroutes, le matériel, et puis on a acheté tout notre équipement, et voilà le déclencheur, quoi. Voilà. Et puis des petits voyages de 2 jours, d'une semaine, 1 mois et demi, 5 mois, et après, quand on est revenu au bout de 5 mois, on avait quelque chose qui nous poussait, on s'est dit, il faut qu'on parte pendant plus d'1 an pour voir qu'est-ce que ça peut faire, quoi. Et partir plus d'1 an, pour nous, il faut qu'on soit libre dans la tête. Et pour être libre dans la tête, on a tout vendu. Voilà. Donc, le grand départ. Le grand départ. Un nouveau départ, un grand départ dans la vie qui a tout changé, mais qui est formidable. Parce que du coup, on s'est découvert des capacités incroyables. Par exemple, je ne pensais pas pouvoir être capable d'écrire un jour un livre, hein, quoi. Et c'est ce qui est arrivé. Un peu, Il y en a plusieurs. Merci au Covid. Maintenant, j'en ai même écrit plusieurs parce que du coup, ça me passionne. Voilà. Et puis, j'ai envie de faire passer des messages parce que, j'ai une vie quand même assez tumultueuse avec beaucoup de leçons de vie. Donc, j'ai envie de transmettre ça pour partager. Puis, ça peut aider d'autres gens. C'est formidable, quoi. Voilà. Et toi, Jérémy, alors ? Moi aussi, c'était en 2015, du coup, fin d'année 2015. Et moi, j'étais plus près le micro. J'étais artiste plasticien, j'avais une galerie et en fait, j'ai tout vendu parce que ça marchait pas la galerie, etc. Bref, et puis des envies de voyage, des influences que j'avais eues quand j'étais jeune avec des personnes rencontrées, des personnes que j'ai rencontrées un peu plus tard aussi, des lectures. Puis des envies, mais le plus dur, c'est de passer le cap, en fait, de prendre la décision de partir, enfin de se l'avouer à soi-même. Et une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus gros du boulot, parce qu'après tout le reste, c'est que des problèmes matériels, ou techniques du moins. Avec quoi on part, où est-ce qu'on part, comment on part, et tout ça, en fait, on trouve des solutions, mais le plus dur, c'est de s'avouer à soi-même qu'on a envie de partir. Deuxième chose la plus dure, c'est de dire à sa mère. Et puis après, voilà, c'est comme ça que j'ai pris la route direction l'Amérique du Sud, moi, alors que j'avais jamais fait de vélo, que j'étais pas du tout sportif et que j'avais jamais parlé un seul mot d'espagnol, parce que j'ai fait allemand et anglais. Donc, un vrai saut dans le vide. Et c'était super. Et c'est toujours super, parce qu'après, c'est, comme tu dis, Pascal, on y revient. Une fois qu'on y a goûté un tout petit peu, que ce soit sur un petit voyage ou un grand, on a envie d'y repartir à chaque fois, parce que les rencontres, les paysages, enfin, tout est tout le temps bénéfique. On se lasse pas. Et la liberté nous, on a vraiment découvert, puisque quand on est parti sur ce grand voyage, on est parti. Nous, l'idée, c'était on part d'1 an pour voir est-ce qu'on y arrive physiquement et psychologiquement. Physiquement, on s'est rendu compte que ça marchait, qu'il n'y avait pas de problème. Et pourtant, tu disais que tu avais du surpoids. Moi aussi, j'avais une bonne dizaine de kilos en trop. Sur vos vélos non, ou sur nous. sur vous? Moi, sur moi. Ah toi, oui. je pense aussi.
Alors nous sur les vélos, comme on avait déjà fait pas mal de randonnées, on avait quand même, on savait déjà un petit peu limiter, mais après, ouais, on a quand même des vélos bien chargés, quoi. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est pris par ce virus, c'est surtout ce sentiment de liberté qu'on a eu, parce que du coup, on gère le temps de manière complètement différente. Et à l'inverse de tout ce qu'on peut entendre, les gens disent tout le temps, on n'a pas le temps, et tout d'un coup, on a le temps. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ben, on veut juste continuer à vivre comme ça en ayant le temps, parce que même on a du mal enfin moi j'ai du mal presque à mettre les mots dessus, parce que c'est vraiment c'est génial. On a une liberté, on sent vraiment ce que c'est que la liberté, et on va comme on veut, où on veut, on se pose plus de questions, quoi. Et ça, c'est génial, quoi. Et Et puis c'est ça a pour- été vraiment le grand changement pour Laetitia et toi, parce que justement, cette notion de temps, vous ne deviez pas avoir beaucoup de temps Ah ben, avant. non, on n'avait vraiment pas beaucoup de temps, parce que Mm. dans un seul métier de paysan, on faisait plein de métiers, puisqu'on faisait de la vente directe. Donc, on était éleveur, boucher, charcutier, on faisait table d'eau, donc on était cuisinier, on avait un four à pain, donc je faisais aussi du pain. On faisait table d'eau, j'ai déjà dit. En plus, on accueillait des jeunes en difficulté, des jeunes maltraités, donc on faisait de l'accueil social. Donc, on était aussi éducateur. Donc, c'est vrai que, ouais, non, le temps, en une journée. Souvent, les gens disent, mais comment vous faisiez en une journée de 24 heures? On y arrivait, mais voilà, on avait vraiment la tête dans le guidon. Et cet accident de tracteur nous a rappelé que de temps en temps, il faut relever la tête du guidon, puisqu'on parle du vélo. C'est le mot, c'est Et le mot. pensez à vous pour le coup. Voilà, Hein. pensez un peu à vous, et c'est bien de donner aux autres, parce que c'est vrai qu'on a donné beaucoup. On a reçu beaucoup aussi, hein, c'est ça qu'il faut voir. Moi, j'ai écrit dans un de mes livres où je parle justement de cette vie de paysan. On était passionnés, et comment on a pu faire pour faire ce grand saut. Et je dis, ces jeunes qu'on a eus, qui étaient en partie bousillés, parce qu'il y en a qui s'en sont sortis, mais il y en a qui s'en sont pas sortis, mais ils nous ont enrichis aussi. On leur a apporté quelque chose. Moi, je me rappelle toujours, il y a des fois, tu as des coups de blues, hein. Et quand j'allais au service sociaux, le psychologue, Monsieur Tivolo, vous n'avez pas le moral aujourd'hui, hein? Oh, non, c'est vrai. Et je me rappelle un jour lui dire, ah, mais j'ai l'impression c'est un grand coup d'épée dans l'eau qu'on donne. Il me dit, ne dites pas ça, parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer dans la tête de ces jeunes. Aujourd'hui, c'est la sensation que vous avez, mais dans 10 ans, dans 15 ans, 20 ans, ils peuvent se rappeler de certaines choses, et ça peut les aider. Et je crois que ça, c'est quelque chose, et c'est quelque chose qui nous donnait le moral, quoi. Voilà. Mais oui, le temps était vraiment très, très compté. Et là, du coup, c'est vraiment le grand saut, parce que il faut prendre son temps, quoi. Ouais, ouais. Et alors, comment les deux novices que vous étiez en 2015 ont préparé leur voyage? Voilà, vous vous réveillez un matin, l'image, vous dites on s'en va, on prend des vélos et on part pour un an. Comment vous avez fait? Quel est Alors, Jérémy? j'avoue que c'est encore un peu flou dans ma tête ce qui s'est passé il y a maintenant 8 ans. Je sais que ça a été très très vite entre le moment où j'ai pris la décision et le moment où je suis parti. Je crois qu'il y a moins de 4 mois, 3 mois et demi à tout casser. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, j'ai pris la décision et puis après, j'ai acheté le vélo. Je me suis débrouillé pour acheter le vélo, le matériel, tout ça. J'ai fait ma liste, j'ai tout acheté, les billets et tout. Et puis voilà, c'est parti, quoi. Mais tu t'es renseigné sur Internet? Non, T'as été non, voir des voyageurs? T'as non. improvisé? J'ai complètement improvisé. Je suis parti bille en tête avec mon idée sans jamais avoir tellement étudié le sujet, quoi. Et c'était. Mais alors ton vélo, tu l'as acheté comment? J'ai acheté sur un coup de tête, en Ok. fait. Ce que j'ai expliqué dans la conférence, en fait, c'est que j'ai choisi un vélo cargo qui n'est pas du tout un vélo classique pour voyager, c'est même pas du tout un vélo qui est recommandé pour voyager. Parce que en fait, un vélo classique m'intéressait pas. Avoir des sacoches, tout ça, je voyais plus le côté complexe quand on arrive dans un endroit, se balader avec les sacoches pour avoir le vélo en sécure ou toujours. Que son matériel soit pas volé, il y a des craintes comme ça. Et puis, comme je suis artiste plasticien, j'emmenais beaucoup de matériel qui craignait l'humidité, entre guillemets. Du coup, une caisse, quand je suis tombé sur le vélo cargo, donc le 12 cycles que j'ai montré en photo, avec une grosse caisse en aluminium à l'avant, je suis tombé presque amoureux de ce vélo. Je me suis dit, c'est le combo parfait pour voyager. Un vélo avec une caisse, c'est hermétique, tu mets tout dedans, un coup de cadenas. Personne va essayer de te voler ça, ou s'il essaye, il est courageux, quoi, le gars, il s'attaque à un truc. Et en fait, c'est tout.
C'est tout ce que j'ai testé. Et puis, j'ai testé le vélo, j'ai aimé, j'ai acheté, je suis parti. D'accord. C'est littéralement comme ça que ça s'est passé. Quelle direction? Et donc, je suis parti. Alors, le premier test, en fait, j'ai acheté mes billets d'avion pour partir je partais de Madrid pour Lima. Donc, je devais rejoindre Saint-Malo, enfin, point de départ à côté de Saint-Malo, direction Madrid en vélo. Mais avant ça, donc, j'ai acheté le vélo en Bourgogne. Donc, j'ai fait un premier test Bourgogne-Bretagne, à côté de Beaune, au sud de Dijon à peu près. Et donc j'avais jamais fait de vélo. Et premier jour, donc je quitte Beaune et tout de suite j'ai le Morvan à monter. Mais moi, je n'ai même pas étudié la carte. Pour moi, c'est tout droit. Pour moi, la France, c'est plat. À part l'Auvergne, le Morvan, on m'en a jamais parlé. Enfin, je connais pas. Et en fait, je me retrouve premier jour à pousser un vélo vide. Je dis, mais dans quoi tu t'es encore engagé, GRM? Tu as déjà acheté les billets d'avion pour l'Amérique du Sud. Tu parles pas espagnol. Tu n'as jamais fait de vélo. Et là, tu as un vélo qui est vide et tu es déjà en train de le pousser. T'es à 500 km de chez toi, mais c'est encore du grand n'importe quoi. Et après, bon, on est un peu têtus, nous les Bretons. Il y avait un gars qui m'avait dit, de toute façon, dans 2 semaines, t'es revenu. Je me suis accroché. Ça pique, hein? Ça pique. Au début, ça pique. Hein. J'ai perdu 20 kilos en 2 mois. Ouais, ça pique un peu. Ouais. Mais c'était super. Et pour toi, Pascal, alors nous, on a mieux préparé quand même du fait que j'ai eu cet accident, que j'étais bloqué pendant 6 mois. C'est vrai que j'ai eu le temps d'aller sur Internet, de regarder un petit peu les véloroutes, de regarder les vélos, le matériel, etc. Donc on l'avait bien préparé. On a acheté des vélos. Enfin, nous, on n'avait pas du tout. J'ai lu ces trucs sur Internet où il y en a, ils réparaient leur vélo. Ils passaient plus de temps en définitive à réparer le vélo qu'à voyager. On s'est dit non, ça, nous, on n'en veut pas. On veut des vélos solides. On veut voyager, on ne veut pas faire les mécanos, on ne veut pas s'embêter avec ça. Donc voilà, bon, de ce côté-là, du côté matériel, on a bien préparé le truc. Bon, après, comme on a fait des petits voyages, au départ, on partait autour de chez nous, donc on connaissait. Après le premier grand voyage d'1 mois et demi, on l'a fait autour de l'eau sur l'Allemagne, les Pays-Bas. Donc on n'avait pas besoin de faire grande préparation parce qu'on savait où on voulait remonter le Rhin, longer la mer du Nord et revenir par la Vézère, donc des fleuves allemands. Après, pour notre grand voyage, c'est vrai qu'on a déplié pas mal de cartes. On avait acheté toutes les cartes. Donc, on montait au Cap Nord. Déjà, pour la première partie, on montait au Cap Nord, on revenait et après, on partait en Espagne. Mais déjà, pour la première partie, on a pris les cartes, on a regardé, on a traversé, on traçait notre parcours au stabilo, etc. Et c'est absolument rigolo parce qu'une fois qu'on a été sur le terrain, on n'a plus rien respecté. On s'en fichait complètement de ce qu'on a fait parce qu'on a justement découvert cette liberté. On s'est dit, mais c'est n'importe quoi. On était en vrai encore dans notre ancien système un petit peu de chef d'entreprise, quoi, hein, où il faut que tout soit bien programmé, bien organisé et tout, bien cadré, parce que sinon, ça ne marche pas. Hein. Si on se laisse aller dans une ferme comme ça, c'est très vite du n'importe quoi. Donc, on avait tout vachement bien. Et en définitive, une fois qu'on est sur le terrain, on s'est dit, mais ça, c'est du grand n'importe quoi. Et on est parti, on allait, le matin on partait, on ne savait pas où on allait s'arrêter le soir. C'était selon les envies, selon les rencontres, selon la météo aussi, parce que quand on n'a pas de limite de temps, on ne voit pas l'intérêt de rouler quand il pleut des cordes. Donc on se posait dans un camping, on se posait, quand on était après plus dans le sud, on en a profité pour louer des Airbnb et visiter des villes en Espagne. Voilà. Mais du coup, on n'a rien respecté. Par contre, ce qu'on aime bien, c'est quand même la carte papier pour avoir vraiment une vue d'ensemble de où est-ce qu'on pourrait aller. Mais après, on change. Voilà, je me rappelle, en Suède, on a rencontré un monsieur qui nous dit, mais où est-ce que vous allez? Alors on dit, on passe par là. Non, mais non, il ne faut pas aller voir ça, il faut passer par là. Bon, allez hop, on change d'itinéraire, on ne se pose pas de problème. Et c'est ça, la liberté, c'est que il faut savoir, on en est trop souvent pris parce qu'on a décidé. Et on n'a pas envie de contredire ce qu'on a décidé parce qu'on se contredirait soi-même. Et c'est justement d'être attentif à ce que la vie peut nous présenter tout au long d'une journée et de changer notre itinéraire, même plusieurs fois. Et puis, voilà, c'est ça qui est extraordinaire, quoi. Donc, du coup, là, maintenant, quand on part en vélo, on a des grandes idées. Là, en automne, on va faire le tour du Portugal. Bon, on sait qu'on va faire le tour du Portugal, mais on va partir et puis on va se laisser guider, on va se laisser mener par où la vie va nous emmener et on ne va pas en faire plus, quoi. Mais d'après toi, est-ce que vous avez cette facilité-là parce que vous n'avez pas d'enfant, par exemple, quand on est une famille avec un enfant ou deux, c'est peut-être un peu plus compliqué de ne pas savoir où se poser, où se nourrir quand on est deux adultes.
Oui, je pense que finalement, les choses sont plus oui, je simples. pense que Est-ce tu as qu'il y a de raison, ça les choses aussi sont plus simples quand Ouais. on est deux adultes. Enfin bon, je sais pas, tu as voyagé avec des enfants, Jérémy? Non, pas du tout, moi non plus. Mais c'est vrai que je pense que quand tu as des enfants, tu as quand même une autre responsabilité. Et là, il faut quand même. Bon, nous, on a croisé quand même pas mal de couples avec des enfants. Ils allaient quand même souvent en camping. Hmm. Nous, on fait pas de camping, on est en bivouac sauvage. Donc, à la limite, on s'en fiche. On trouve toujours un espace tranquille pour se poser. C'est pas, on s'est retrouvé dans des endroits magnifiques avec des spots merveilleux, par exemple en Norvège ou même en Espagne. On s'est retrouvé aussi parfois dans des terrains vagues avec une autoroute qui passait pas loin, mais bon, on se planque un peu et puis dès qu'il fait jour, on démonte notre tente et puis on se casse. Mais ça, je pense que c'est des choses qu'on ne peut pas faire si on a. Enfin, moi, je pense, hein, peut-être qu'il faudrait Après, tout demander à dépend de des l'âge gens. des enfants aussi. Voilà, après, ça dépend aussi de l'âge des enfants, quoi. Mais après, c'est vrai que ne pas aller ne pas s'imposer des campings, je trouve ça c'est extraordinaire parce que du coup, tu t'arrêtes. Je me rappelle d'un coup en Norvège, il était milieu d'après-midi, on est arrivé au-dessus d'un fjord, c'était exceptionnel. On s'est dit, ah, c'est bon, on arrête notre journée là, on va rester là et on a passé le reste de notre après-midi à contempler, à admirer. Et ça, c'est exceptionnel de prendre le temps de s'émerveiller, quoi. Voilà, on est là, on regarde, on fait rien d'autre que regarder, on n'a même pas besoin de parler, quoi. Ça, c'est des moments, j'ai presque envie de dire, c'est les plus beaux moments. C'est même la plus grande richesse parce que souvent les gens nous disent, bah ouais, mais vous avez tout vendu, vous n'avez plus rien, vous avez juste un petit fourgon, deux vélos, une tente et votre confort. Ah non, mais le plus grand des conforts, c'est justement de pouvoir s'asseoir dans la nature et d'admirer et de regarder. Voilà. Donc aujourd'hui, si j'aurais un conseil à donner, c'est laissez-vous porter par la vie quand vous voyagez et ne prévoyez pas trop de choses, quoi. Je sais pas, Jérémy, ce que tu en penses. Ça fait complètement écho à moi, à mon voyage, quand tu parles de ces objectifs entre guillemets, qu'on peut se donner au départ d'un voyage où on a envie d'aller à un endroit. Et au final, un objectif devient juste finalement une idée. Et puis après, on la suit pas, c'est pas grave. Moi, ça m'est arrivé avec mon objectif d'aller à Ushuaia, où finalement, je n'ai jamais été à Ushuaia parce que c'est devenu une idée. En fait, il y avait des choses qui étaient beaucoup plus intéressantes sur la route, à droite et à gauche, à découvrir, plutôt que d'aller à 4000 km voir une ville qui s'appelle Ushuaia, ou qui est peut-être très intéressante, mais en même temps, je passais à côté de plein de choses. Après, je pense qu'on a la chance aussi d'être des voyageurs au long cours, c'est-à-dire qu'on n'a pas de timing, on n'est pas là pour un mois, 3 semaines ou plus, ou je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on peut se permettre d'être très très lent, ou de pas avancer, ou d'avancer même à reculons, en fait. Donc on peut se poser, et du coup ça change aussi beaucoup de choses au rapport du temps, quoi. Et le temps à vélo, c'est cool, quoi. Ah ouais. Ben, on prend une autre notion du temps, quoi. Mais moi, ce que je conseille, parce qu'ici, sur le festival, c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de gens qui sont déjà partis ou qui ont envie de partir. Et moi, ce que je leur dis, bon, il y a des gens qui travaillent encore, donc qui ont 15 jours, 3 semaines de vacances. Et ce que je leur dis, c'est ne vous en mettez pas trop en 15 jours. Mettez-en pas trop, comme ça, quand il y a un détour à faire, qu'il y a une surprise, vous pouvez le faire. Vous pouvez, à un moment donné, faire un détour sans être frustré. Et parce que les gens, bien souvent, enfin, nous, on en a rencontré, ils se mettent des timings, ils sont taquets. Il faut absolument qu'ils fassent leurs 80 bornes par jour. Et ça, c'est un peu dommage, quoi. Le vélo, c'est pas ça, quoi. Alors, même si on a une date limite de temps, je pense qu'on peut organiser les choses un peu différemment. Et c'est vraiment un conseil que j'ai envie de donner, c'est ne remplissez pas trop. Faites un programme plus court, comme ça, s'il y a des imprévus, un petit truc à voir dans un coin. Moi, j'aime bien ton idée où je voulais aller à Ushuaia, mais pour finir, j'y vais pas parce que j'ai vu tellement d'autres choses plus intéressantes. J'ai changé mon programme et c'est pas grave. Et c'est ça le voyage à vélo, quoi. Et moi qui suis revenu maintenant de mon grand voyage en Amérique du Sud, je suis à cause du Covid, entre guillemets, où je suis redevenu sédentaire. J'ai toujours pas de véhicule motorisé, donc je fais tout à vélo. Et c'est vrai qu'on même rien que pour aller faire des courses, pour aller à un rendez-vous, quand tu fais tout à vélo, vraiment, même dans ta vie quotidienne, le rapport au temps est différent. Tu as 10 bornes à faire, ça va pas te prendre le même temps qu'en voiture. Mais à chaque fois que tu le fais, tu le fais en vélo. Moi, je suis content de prendre mon vélo parce que je médite, etc. Ça me fait tellement de bien. Et quand il pleut, je suis pas loin de la maison, du coup, je me dépêche pour rentrer. Donc, quand je vais à un rendez-vous et qu'il pleut, je me dépêche pour arriver mouillé. Mais c'est vrai que le temps, on a une autre relation au temps qui est complètement différente. Et puis, comme tu dis, le vélo, ça permet aussi de se retrouver avec soi-même. C'est quelque chose d'important. Moi, quand on observe un peu les gens vivre, on a l'impression que les gens sont coupés, mais déjà de la nature, mais coupés d'eux-mêmes aussi. Ils ont tout le temps des casques dans les oreilles. Moi, on aime beaucoup aussi la randonnée. L'année dernière, on a fait un trek de 2 mois et demi en Sierra Nevada, Andalouse. Moi, ce
qui m'éberlue, c'est de voir à 2700 ou 3000 mètres des gens qui randonnent tout seuls, mais qui ont la musique dans les oreilles, quoi. Et le vélo ou la randonnée, c'est à un moment donné, justement, de se remettre en lien avec la nature, de ressentir le vent sur la peau, d'entendre les sons, les oiseaux, d'avoir les odeurs. C'est tout ça qui est aussi intéressant. Et comme tu dis, ça amène une réflexion, ça amène une méditation. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans le vélo. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que ça remet toute la notion temps. Et je pense que à un moment donné, il faut qu'on arrête de courir après ce temps, qu'on remette la notion de temps et que les gens reprennent le temps. Parce que reprendre le temps, c'est aussi reprendre une qualité de vie et un goût de vivre, quoi. Ça, c'est une liberté. Alors, on a pas mal parlé dans cette discussion. Les voyages, enfin les gens qui veulent partir ont des craintes, la peur de ce qu'ils vont trouver en voyage, éventuellement d'agression. Est-ce que ça, c'est des choses auxquelles vous avez pensé avant de partir? Il y a aussi la notion d'argent. Comment on finance un voyage? Est-ce qu'on est capable de vendre sa galerie pour partir, ou son exploitation pour vivre sur des routes? Ça n'a pas été trop compliqué pour toi, Jérémy, de vendre cette galerie? Non, c'était plutôt assez compliqué de la maintenir. Donc, j'ai pas eu de remords de la vendre. Je pense que j'aurais préféré, je pense, avoir la galerie après le voyage, parce que j'aurais eu beaucoup plus de choses à raconter. Mais pour revenir sur la première question que tu as posée, c'était sur la peur en voyage. C'est vrai qu'on quitte un peu toute l'éducation. Moi, je suis parti à l'âge de 30 ans, donc j'avais fini mes études, ça faisait 5 ans. Mais en gros, tu dis merde à toute ton éducation. Fait des grandes études, etc. Si tu dis merde à ce que tes parents ont un peu mis en toi. Et j'ai vachement eu peur du regard de ma mère, c'est pour ça que j'en parle assez souvent, et finalement qui n'a rien dit. Donc ça, c'était la dernière personne à savoir que je partais. Donc, et pourtant, elle a acquiescé direct. Elle n'a pas du tout fait comme d'habitude où elle va me dire les points négatifs. Elle était OK. Bon. J'avais presque envie qu'elle m'engueule, en fait, mais ça s'est pas fait. Je suis vachement déçu par le comportement de ma mère. C'était peut-être un rêve qu'elle avait. Bah là, justement, ils partent faire un tour du monde aussi. Bon, ils sont plus âgés, mais Provoquer quelque chose. Ouais. Ben, ils avaient envie, mais c'est vrai, en fait, on a des amis qui nous ont un peu pas poussés, mais qui ont alimenté un imaginaire de voyage. Donc ça aide en fait à voyager déjà dans sa tête, et puis un jour, tu as envie de passer à l'acte, quoi. Et donc la peur, comme tu disais, moi j'ai beaucoup bougé avec les études, donc je repartais dans des endroits où je connaissais pas, donc j'allais dans des villes où il fallait que je refasse à chaque fois un cercle d'amis. Donc déjà la solitude me pose pas du tout de soucis. Recommencer à chaque fois à zéro, aucun problème. Et c'est un truc que j'ai découvert après pendant le voyage, c'est qu'en fait c'est moi qui suis l'étranger quand j'arrive dans un endroit où personne t'attend. Et donc tu arrives avec un vélo, t'es plein de couleurs, t'es pas très présentable, quoi. T'es pas habillé aux couleurs locales ou choses comme ça. Et du coup, quand quelqu'un vient te voir, ou tu vois quelqu'un, c'est à toi d'être avenant, d'aller le voir pour essayer de le rassurer. Et si tu arrives à le rassurer, c'est jackpot, parce que généralement, il t'invite chez lui, ou il t'apporte à manger, ou juste tu vas discuter, et puis c'est bon, il t'ouvre les portes. Et j'ai jamais eu aucun souci avec les locaux, justement, parce que je suivais un peu ce schéma qui s'est installé naturellement. Je me suis jamais renseigné là-dessus, sur comment le faire. Donc les gens, faut pas sortir de la tête qu'on est un étranger et pas arriver en mode colonialisme, comme ça aussi on peut voir dans certains endroits où je suis l'Européen avec de l'argent, et du coup je peux imposer et dire un peu tout ce que je veux, quoi. Et ça ouvre des portes, quoi, parce qu'on se met au même niveau qu'eux. Et les gens ils aiment, quoi. Ils aiment être considérés, et puis on les écoute, quoi. Et je vais répondre aussi à la question de l'argent, du coup. Moi, je suis parti avec un petit capital de 3 000 € pour faire un tour du monde sur une dizaine d'années. À la base, c'était l'idée, donc c'est un peu peu. Mais j'avais prévu de voyager et de vivre de mon art. Et j'ai la chance d'être artiste plasticien, donc je savais que j'allais raconter mes aventures d'une certaine manière. Et puis j'ai trouvé la forme en les racontant au format carte postale et en les vendant au prix équivalent à une pizza et un litre de bière locale. Donc ça me permet d'avoir toujours le même rapport au coût de la vie et le même pouvoir d'achat, peu importe le pays dans lequel je suis. Donc ça, c'est mon petit truc à moi. Et après, il y a des milliards de manières de
façon de voyager. J'ai rencontré un gars qui voyageait en jouant au poker en ligne sur des tournois européens. Et ça faisait 1 an et demi qu'il était en Amérique du Sud. Et tous les dimanches soirs, dans les nuits du dimanche au lundi ou quelque chose comme ça, il jouait au poker en ligne sur les tournois européens. Et le peu d'euros qu'il gagnait, la devise de l'euro étant plus forte que la devise des pays sud-américains. Et en fait, il s'alimentait comme ça. Ça faisait 1 an et demi qu'il voyageait. Excellent, quoi. Bon, par contre, il faisait pas la fête avec nous le dimanche soir. Alors moi, c'est un petit peu différent parce que j'ai pas du tout le même âge que Jérémy. Et donc à 62 ans, d'ailleurs ma maman n'est plus là non plus. Mais ça a été plutôt les réactions des amis qui ont à peu près le même âge que moi, qui disaient mais à ton âge, c'est une folie, on fait plus des trucs comme ça, t'es encore un gamin, t'as jamais grandi. Et voilà, c'est plutôt de toute façon, alors moi aussi, on me disait, mais vous allez bientôt revenir, de toute façon, tu vas avoir des tas de maladies, tu vas avoir des problèmes d'arthrose, on me prédisait les pires des trucs, et quand on est parti là pendant nos 16 mois, on n'a jamais été malade, on n'a jamais. On pétait une forme, et d'ailleurs, je le dis, aujourd'hui j'ai 70 ans et je me sens en meilleure forme que quand j'avais 60 ans. Donc voilà, c'est pas tout à fait les mêmes problèmes, mais c'était un peu ça. Alors, par contre, après, les gens aussi, mais vous allez dormir où ? Nous, on dort en bivouac sauvage. Ah ouais, mais vous n'avez pas peur ? Je veux dire, si je dors dans la forêt, je vais avoir peur de quoi ? À la limite du sanglier, mais de toute façon, les animaux, même dans le nord des pays scandinaves, s'il y avait des ours, ils nous sentent bien avant que nous, on les ait sentis, ils sont déjà partis. Bon, après, il y a aussi un petit peu de jugeote, c'est pas de s'installer n'importe où quand voilà. Par exemple, quand je parlais tout à l'heure, on a dormi au-dessus d'une autoroute, effectivement, là, on s'est un peu planqué quand même. La ville était proche, il y avait plein de gens qui passaient sur des trottoirs pas loin. Bon, on monte la tente à la nuit tombée, et dès qu'il fait jour, on s'en va, quoi. Mais non, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Moi, j'aurais beaucoup plus peur aujourd'hui d'aller prendre le métro à Paris ou d'avaler certains produits que les gens achètent en grande surface. Ça me ferait beaucoup plus peur que d'aller dormir au milieu de la forêt. Au contraire, au milieu de la forêt, c'est merveilleux parce qu'on entend tous les bruits, on est aux aguets, on se demande, tiens, ça qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un renard ? Quand vous avez la chouette qui se pose autour de vous et qui est au-dessus de vous et qui ulule, il n'y a rien de plus beau, quoi. Mais c'est vrai que je pense que ça ferait peur à beaucoup de gens, quoi. Voilà. Donc, non, nous, on n'a jamais eu peur, on n'a jamais eu aucun problème. Au contraire, dans certains pays, quand il y a des endroits où on ne se cachait même pas, et les gens venaient nous voir, mais est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut ? Est-ce que vous avez besoin d'eau ? On habite juste là-bas, vous venez quand vous voulez. Et puis parfois, même des moments où on ne s'y attendait pas, nous, on s'est retrouvés, c'était en France d'ailleurs, des gens qui nous ont invités chez eux. Et ça aussi, ça change un peu la vision d'esprit des gens hyper riches. On s'est retrouvés dans une super villa avec immense piscine. On a soupé le soir avec eux, on a petit déjeuner avec eux. Voilà, donc des rencontres aussi assez exceptionnelles. Donc non, avoir peur. Nous, on a laissé nos vélos. Alors dans les pays scandinaves, on allait visiter les villes, on laissait les vélos, on les attachait même pas parce que là, de toute façon, il n'y a aucune crainte. Et même en France ou en Espagne, on attachait quand même les vélos, mais on laissait les vélos avec les sacoches parce qu'à un moment donné, on réfléchit aussi. Vous allez vous faire voler. Mais attends, on est voyageurs en vélo. En définitive, qu'est-ce qu'on a comme valeur ? Tout ce qu'on a comme valeur, les papiers et l'argent, on le prend sur nous. Qu'est-ce qui reste dans le vélo ? Des vêtements usagés qui sont plus ou moins bons. À la limite, le seul truc qu'on pourrait nous piquer, c'est la tente, quoi. Après, des gens qui veulent dormir sous une tente, il n'y en a pas. Dans les villes, il n'y en a pas full. Donc, si on réfléchit aussi un peu comme ça, on se dit, je vois pas ce qu'on peut nous piquer, quoi. Et donc, on a laissé nos vélos dans des villes, on ne s'est jamais rien fait. Si, on s'est fait voler une fois, c'était à Cadix, en Espagne. Laetitia venait de se racheter un nouveau casque à vélo et là, elle s'est fait voler. Mais là aussi, il faut parfois être attentif à ce qu'on ressent. Et elle a hésité à le laisser. Et puis, elle s'est dit non, mais ça risque rien. Quand on est revenu, il avait disparu, quoi. Voilà. Elle se serait un peu plus écoutée. Enfin, elle ne s'est pas assez écoutée. Elle l'aurait pris avec, on l'aurait attaché au cadenas et voilà. Mais c'est tout ce qu'on a eu. Après, financièrement, moi, comme je disais, nous, on a vendu la ferme, ce qui nous fait quand même un petit pécule. Et puis, j'ai une retraite qui n'est pas bien grosse, mais j'ai quand même une retraite. Et de toute façon, quand on voyage à vélo, on n'a pas besoin de grand-chose pour finir, hein. Nous, aujourd'hui, on dit on est essentialiste. J'aime pas ce mot minimaliste parce que tout de suite, on rentre de nouveau dans un costume. Et puis, il faut être essentialiste. C'est-à-dire qu'on vit à l'essentiel pour nous. Et l'essentiel pour nous, si on a de quoi se vêtir, on a une tente ou notre fourgon aménagé pour nous protéger du mauvais temps.
Et puis de quoi, nous, ce qu'on préfère en définitive, c'est de temps en temps bien manger, boire une bonne bouteille de pinard, et puis il nous en faut pas plus pour être heureux, quoi. Voilà. Donc en définitive, on ne dépense pas. Les plus grosses dépenses, là, on vient de les avoir, c'est qu'il a fallu faire quelques réflexions à notre camping-car, et là, c'est tout de suite monté à on en a eu pour un peu plus de 1 000 euros, quoi. Voilà. Mais on n'a pas, autrement, on n'a pas d'autres grosses dépenses, quoi. Voilà. Donc après, c'est comme disait Jérémy, je crois que c'est à chacun de trouver aussi son truc. Après, il y a aussi, nous, on a rencontré des jeunes qui bossent en woofing aussi. C'est pas mal comme système. Et puis, ça permet aussi de faire des belles rencontres. Voilà, c'est chacun trouve un petit peu son système, mais l'argent ne doit pas être un blocage, quoi, à un moment donné. Voilà. Alors, l'argent, il se trouve partout, en fait. Si on cherche un petit peu, si on est un peu des merdards. Ouais, donc moi, je vendais mes dessins, mais aussi, j'ai travaillé comme garçon de café. J'ai fait du woofing dans des hôtels, enfin des auberges, ce qui permet aussi de rencontrer pas mal de gens locaux, d'apprendre les langues locales ou les différents accents en Amérique du Sud, entre le Chili, le Chili, l'Argentine, le Pérou, la Bolivie, c'est pas les mêmes manières de parler. Donc ça permet aussi de se poser et d'apprendre. Et puis après, il y a 2-3 autres trucs qu'on peut faire plus ou moins légalement ou illégalement sur le trajet. J'en ai monté une cuisine clandestine, par exemple, avec un copain en Argentine. J'ai fait du trafic d'alcool. J'ai vendu de la coca. Non, ça se trouve partout, la coca, donc ça, c'est pas besoin. Mais en fait, faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent à soi. Après, quand je dis trafic d'alcool, c'est pas énorme, c'est juste qu'ils avaient arrêté de vendre de l'alcool à un endroit de la ville pour une fête nationale, et en fait, tous les touristes qui venaient n'avaient plus rien à boire, donc tout le monde avait acheté de la bière, mettait ça dans son sac à dos et les vendait sous le manteau, quoi. Mais moi, je pouvais mettre 100 litres dans le vélo avec le vélo cargo. Donc moi, je me suis fait des couilles en or, littéralement, le soir-là. Mais ça durait 3 soirs, et il y avait une autre fête quelques semaines après. Et ça, je me suis fait un jackpot et je suis parti au Chili après, quoi. Donc ça, c'était au Brésil après. Mais c'était voilà, c'est des coups rapides, faciles, et il n'y a pas tellement de risques, quoi. On n'est pas dans la grosse illégalité, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas d'armes. Voilà. Système D. Ouais, mais je crois que Jérémy a raison. Après, si on est attentif aux signes de la vie, on a toujours les solutions qui se présentent à un moment en nous, quoi. Voilà. Ouais, carrément. Ouais, c'est assez hallucinant. Des fois, on pense qu'on est dans la merde, et puis d'un seul coup, les planètes s'alignent, tu sais pas pourquoi, et c'est poum, 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 Ouais. et ça. Tout se met en place. Tu fais waouh, mais là, c'est formidable. J'ai pas d'exemple sous la main, pourtant j'en avais un tout à l'heure, là, mais ça m'est sorti de la tête. Mais ça arrive, ouais, que. On ne sait pas pourquoi. Et là, mais c'est exactement ce qu'il me fallait. Il me fallait cette pièce-là pour le vélo parce que je l'ai cassée, et tu vas la trouver sur le bord de la route. Ça nous est arrivé, du coup, tu en parles, ça, mais il y a un truc, on était du côté de Séville, en Espagne. Alors, au-dessus de Séville, ils ont d'immenses cultures de coton. Ils étaient en train de ramasser le coton. Alors, c'est horrible parce que ils ramassent ça avec des moissonneuses-batteuses. D'ailleurs, on s'est intéressé, ça leur plaît quand on s'intéresse de voir comment ils font, etc. Mais du coup, il y a du coton qui vole partout et on ne trouvait aucun lieu pour monter notre bivouac, quoi. Donc, on s'est dit, alors tout d'un coup, on regarde la carte parce que nous, on aime bien les cartes papier. Et on voit, on était à côté d'une ville, on voit de l'autre côté de la ville, il y avait du vert. Donc, on s'est dit, s'il y a du vert, il doit y avoir une forêt. Et donc, on va retraverser la ville. Donc, on retraverse la ville. Puis tout d'un coup, il y a un gars qui nous fait grand signe, il parle en espagnol. Donc, Laetitia, elle comprend. Elle se retourne vers moi, il nous a vus et il pense qu'on n'a rien pour dormir, il nous invite chez lui. Voilà. Et donc, le gars, il nous a donné son adresse, on a marqué ça en GPS. Il a dit, vous m'attendrez parce que je vais aller faire des courses. Donc, il est allé faire des courses, on l'a attendu, il est revenu. Il a été faire des courses pour nous faire à manger. Il nous a fait un repas de roi. Du coup, j'ai appris à faire une très bonne tortilla, alors que je ne parle pas un mot d'espagnol, mais on était tous les deux. On est arrivé à se comprendre et il m'a appris à faire la tortilla. Et on a passé une soirée absolument merveilleuse, quoi. Voilà. Donc, voilà, on était là, on était un peu en galère parce que ça nous est arrivé rarement, mais là, on se demandait où c'est qu'on allait dormir. On devait déjà peut-être se mettre sous un pont, sous un truc, machin. Et là, boum, tac, le gars, il arrive, on ne sait pas d'où. Et alors, en plus, il nous a raconté, mais dites-vous bien que je devais aller faire mes courses depuis ce matin. Et à chaque fois que je voulais aller faire mes courses, il y avait autre chose qui m'empêchait de partir. Et au moment où il va faire ses courses, il nous voit, quoi. Voilà, comme tu dis, les planètes, elles s'alignent à un moment donné, quoi. Voilà. Ben, il faut être attentif et puis pas avoir peur. Voilà. Bon, le gars, on ne le connaît pas, mais il n'y a aucune raison d'avoir peur, d'ailleurs. J'ai un autre exemple d'histoire de la peur. En Espagne, au Portugal, le bivouac sauvage est interdit. Bon, nous, on aime bien respecter les lois des pays, mais pour une fois, on ne l'a pas respecté parce que franchement,
On n'aime pas aller dans un camping, c'est vraiment le truc qui est un peu vulgaire, mais c'est le truc qui nous emmerde, quoi. On aime bien le bivouac sauvage, être tous les deux dans la nature. Donc on n'a pas respecté, mais du fait qu'on savait ça, on se cachait quand même, on faisait pas n'importe quoi. Sauf une fois, on n'était pas loin du rocher de Gibraltar, on arrive sur une plage, je dis, ah là, le bivouac c'est génial sur la plage, la vue qu'on a. En plus, il y avait des pierres, il y avait déjà eu un feu, tu vois. Ah, moi j'aime bien faire des feux. Ah, j'en fais un feu. Bah ouais, on était complètement idiots parce qu'il était évident que peu de temps, on a vu les gyrophares arriver, quoi. Mais là, encore une fois, on sait qu'on est hors la loi, on va pas, on se met, on dit pas, ah, putain, les idiots de flics, ils viennent, ils vont nous empêcher. Non, voilà. On les a accueillis et puis du coup ils ont été tout à fait corrects avec nous. Ils nous ont simplement rappelé la loi espagnole. Ils nous ont demandé d'éteindre le feu et comme il faisait presque nuit, ils nous ont dit bon allez c'est bon pour une fois, vous restez là. Voilà. Donc là encore une fois, c'est aussi notre comportement qui fait que les choses se passent bien, quoi. Tu vois. Merci à tous les deux pour votre vision du voyage et du premier voyage. Est-ce que vous avez un site, un voudriez compte laisser, oui. réseaux sociaux? Moi, j'ai un Facebook et un Instagram. Alors, je suis pas hyper actif sur les réseaux sociaux, c'est pas trop mon truc, mais bon, quand même, j'essaie de me manifester de temps en temps, montrer que je suis vivant, surtout pour ma mère. Mais il y a un lien avec les dessins. Et oui, il y a un lien avec les dessins, bien sûr. On peut voir les dessins sur l'Instagram et sur le Facebook. Donc, c'est Jérémy Bézard, artiste nomade. Bézard, B-E-Z-A-R-D. Jérémy Ouais, alors avec nous, on a un... Instagram et Facebook, mais ça, c'est surtout Laetitia qui s'en occupe. Instagram, je ne sais pas quelle est la référence. Facebook, il y en a deux. Il y a Rêve de Bohème et Pascal Thibaulot, Thibaulot. Sinon, on a un blog et c'est rêvedebohème.com. Voilà. Il y a un blog que j'alimente pour au moins une fois par semaine. Avec ce qu'on fait, j'aime bien raconter les balades qu'on fait, puis aussi des réflexions sur la vie, et puis voilà. Les conseils Donc, pratiques aussi. des conseils pratiques, ouais. Et puis aussi des conseils gastronomiques Bon. quand on passe les régions. On mettra tout ça sur tous les liens aussi sur le site de la radio. Ok, merci beaucoup. À bientôt. Parfait, Bye merci. bye. Merci à vous. Bisous, bisous.